Cinémaniac vous présente aujourd'hui Stéphane Brisé, réalisateur des acclamés La Loi du marché et Mademoiselle Chambon. Pour la sortie au Québec d'Une vie, Alexandre s'est entretenu avec le réalisateur concernant cette adaptation d'un roman éponyme de Maupassant et mettant en vedette Judith Chemla, justement nommée au César pour son rôle. Rencontre avec le réalisateur. Pour les Québécois qui vous connaissent peut-être pas, on avait déjà eu la sortie à Montréal de Je ne suis pas là pour être aimé. Il y a des Québécois qui ne me connaissent pas. Ah, on espère que si, mais on a eu Je ne suis pas là pour être aimé, on a eu Mademoiselle Chambon, et bien sûr La Loi du marché qui est sortie l'année dernière, on l'a eu un peu en différé de la France avec un Sans Lindon qui a eu le prix d'interprétation à Cannes. Donc là aujourd'hui vous nous présentez Une vie, c'est votre deuxième adaptation littéraire, après celle de Mademoiselle Chambon pour laquelle vous avez eu le César pour la meilleure adaptation en 2010. Comment s'est passée cette adaptation-là, comparativement à l'autre? Est-ce qu'il y a eu une approche qui a été différente? Beaucoup plus complexe. Adapter Une vie, c'était une bagarre constante contre la littérature. C'est-à-dire que, sans faire offense à Éric Holder qui a écrit Mademoiselle Chambon, on n'est pas au même niveau de littérature. Et dans le livre et dans le film, il n'y a plus qu'une scène ou une scène et demie, en fait, dans Mademoiselle Chambon, en commun entre les deux, entre le roman et le livre. Et là, il y a quelque chose on ne peut pas faire comme ça, avec un roman comme ça, parce que ce sont aussi des histoires qui existent dans l'imaginaire collectif. Donc il y a une sorte de troc qui s'opère avec le spectateur, il va voir Une vie de Maupassant, pour celui qui connaît le roman. Alors, je garde les éléments saillants du récit, une majorité d'éléments saillants du récit, mais par contre, ce que je dois inventer, c'est mon chemin de cinéma entre ces éléments saillants, et que je dois m'approprier. Et alors, la grande question dans cette histoire, c'est le temps, parce qu'il se passe 30 ans. Et Maupassant, lui, décrit le temps de manière très chronologique. Moi, je vais mélanger les époques, et finalement, je convoque l'outil de l'ellipse, qui est par définition un outil de non-temps. Une ellipse permettre de passer entre deux scènes. Il n'y a pas de temps en fait. On fait ça et hop, on a changé. Et dans cette ellipse, on peut faire passer quelques minutes, mais on peut faire passer 30 ans aussi. Et ce qui est intéressant avec vos ellipses, c'est qu'en fait, du coup, vous ne filmez pas les actes en soi, on voit plutôt les conséquences qui se passent par la suite. Très souvent, je trouve que filmer la conséquence d'un acte est plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand il y a un acte, il va souvent y avoir, on va filmer après donc la conséquence, donc qui sera généralement presque un commentaire de ce qui s'est passé avant. Le travail de Judith dans le rajeunissement, dans le vieillissement, est quelque chose dont j'ai été le premier spectateur, mais impressionné par cette capacité de vérité à créer du temps, en fait. Mais ça passe par rien, des fois, c'est une démarche, une voix... Alors, il y a du maquillage, très subtil, mais il y a du maquillage. On dépose sur la peau des acteurs du latex, mais c'est extrêmement fin, donc ça fait comme si la peau était plus abîmée avec le temps. Et après, c'est un corps, c'est une énergie, un regard qui change. C'est très impressionnant à voir, quoi. Et Judith a cette capacité, quand elle était au maquillage, quand elle se faisait rajeunir ou vieillir, elle faisait le voyage. Elle remontait le temps, où elle c'était retour vers le passé ou retour vers le futur, mais je la voyais physiquement, comme Jean-Pierre Daroussin, qui fait aussi un voyage dans le temps, comme ça. Je les voyais sortir de la salle de maquillage, très différents selon, ils étaient plus jeunes, moins jeunes, plus vieux. C'est très étonnant. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai testé très fortement avant le tournage, parce que si ça n'avait pas marché, si les essais n'étaient pas concluants, je ne faisais pas le film. À quoi ça sert de faire un film si on ne croit pas fondamentalement à ce temps qui passe, quoi. Voilà. J'avais vu ce film formidable, un film américain, le nom va m'échapper, là, mais où le réalisateur a vraiment tourné sur 12 ans. Boyhood, voilà. Et c'est complètement bouleversant parce que ces années sont vraiment passées. Donc, c'est extraordinaire, de l'expérience extraordinaire. Donc à partir du moment où il a fait ça, moi je ne vais pas le tourner sur 30 ans, mon film. Donc
je fais avec la capacité des acteurs à être jeunes et à être vieux alors qu'ils n'ont pas l'âge représenté à l'écran. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le format carré, ouais. Qui permet en fait au personnage de ne pas avoir d'issue, en fait, de ne pas avoir sorti, qui l'enferme. C'est quelque chose qui est venu rapidement dans la construction du film. Ouais, c'est une intuition, ce format quasi carré du film, c'est quelque chose qui est venu presque tout de suite. Il y a aussi quelque chose qui est assez, au final, que je découvre qui est intéressant, c'est que c'est un film que j'ai voulu très réaliste, donc faire un film d'époque très réaliste, et aussi finalement moderne dans sa mise en scène. Donc la caméra est à l'épaule, et je trouve ça assez intéressant d'une caméra à l'épaule, donc plutôt quelque chose de moderne, avec ce cadre presque carré, qui est un cadre qui appartient au film du passé. Et il y a comme ça aussi un fil tendu entre deux époques, de la même manière que le film passe son temps à tendre des fils entre des époques différentes. Je savais que Jeanne, comme ça, qui regarde avec le bord du cadre, qui regarde par la fenêtre, elle regarde ailleurs, elle regarde voilà, et c'est ailleurs, bah, chacun peut imaginer celui qui veut. Je savais que ça allait être une image récurrente. Si cette image-là, de Jeanne, tout proche du bord du cadre, est filmée en format allongé, je vais de fait mettre Jeanne dans un coin de l'image. Et ce cadre devient très ostentatoire. Alors que, en format presque carré, elle s'inscrit naturellement dans le centre de l'image, et néanmoins, son regard bute contre le rebord du cadre. Et je trouvais que passer la surprise, parce qu'il y a un effet de surprise de ce format carré au début du film, au bout de 2 minutes, on a oublié, et mes cadres ne sont plus ostentatoires. Alors que j'aurais constamment eu, en scope, quelque chose de fait qui aurait été ostentatoire. Donc je voulais pas ça. Je veux toujours que c'est l'air filmé, voilà, comme si on y était dans cette époque. C'est vraiment la démarche, il y a une démarche quasi documentaire, quoi, de dire, voilà, j'étais chez ces gens-là, au 19e siècle, ils ont eu la gentillesse de me laisser, et m'ont laissé rentrer chez eux pendant 30 ans. Quand on lit le roman de Maupassant, qui s'étale sur vraiment plusieurs années, c'est de se rendre compte à la fin du livre comme à la fin du film, c'est la brièveté du temps qui passe, les choses qu'elle a finalement peut-être pas accomplies, comparativement à toutes les tragédies qu'elle a vécues. Et malgré la brièveté de ce temps qui passe, ce qu'on retient, c'est justement ces plans où le temps s'arrête, où elle est face à la mer ou face à une fenêtre. Et c'est ça qui est fort justement avec cette déconstruction. C'est pas une pause de ne pas avoir cherché la chronologie. C'est vraiment d'être avec le bon outil pour raconter la bonne chose. Y a pas de, je me suis pas dit bon, je vais être plus malin que Maupassant, lui il a écrit comme ça, donc moi je vais lui le faire à l'envers. Non, il n'y a pas de ça. Il y a, on va raconter une histoire, mais on ne va pas la raconter de la même manière puisqu'on n'a pas le même support pour raconter notre histoire. Donc en toute logique, il y a de fortes chances qu'on ne se retrouve pas à raconter les choses exactement de la même manière. Mais pourtant, on va raconter normalement la même chose. Il n'y a rien en voix off qui est du bouquin. Rien. Je me demandais justement. Non. Je ne voulais pas de cette facilité d'aller chercher des passages du roman où on dit les années passèrent et puis Jeanne, bercée par le souvenir de son fils parti. Non, jamais. Je ne veux pas de ces facilités-là. Je veux, d'ailleurs comme Maupassant l'a décrit dans un texte assez formidable, qu'on comprenne qui sont les personnages juste par ce qu'ils font. Je crée ces scènes de jardin qui ne sont pas d'ailleurs dans le bouquin. J'y mets le lieu où Jeanne, enfin, c'est le lieu qui nous montre que Jeanne, enfin, qui nous décrit le rapport au monde de Jeanne. C'est-à-dire que elle met les mains dans la terre, elle plante une graine, elle la recouvre, elle arrose et ça pousse. Jeanne est dans ce rapport simple et sain au monde. Et c'est justement elle va envisager l'homme avec un grand H, avec la même idée en fait, que si on lui donne quelque chose de bon, comme mettre de l'eau sur une graine, il va automatiquement renvoyer quelque chose de bon. Alors que, oui, la graine va pousser, la nature va renvoyer quelque chose de bon si on lui offre quelque chose de bon, mais pas l'homme, pas nécessairement. C'est pas parce qu'on est gentil avec quelqu'un qu'il va forcément être gentil avec... Voilà. Et Jeanne n'accède pas à ça. Et c'est ce qui fait à la fois la beauté de la chose et la dureté, la cruauté. Et la tragédie.
Et qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire qui vous a donné envie d'adapter en fait Mais justement ça en fait. C'est justement ce rapport au monde, le sentiment d'avoir moi aussi fait l'expérience à un moment, alors pas sur aussi longtemps que Jeanne, parce que justement j'ai mis en place des outils de préservation que Jeanne ne met pas en place. Voilà, ce sera le sentiment d'avoir vécu l'expérience douloureuse de découvrir que le monde, dit adulte, est beaucoup plus brutal et violent que l'idée que je m'en faisais. Et malgré le fait que ce soit une adaptation, on retrouve quand même des thèmes qui sont présents dans pas mal de vos films. Par exemple, le mensonge, l'adultère qui était vraiment au centre, au cœur d'entre adultes, qui était quand même aussi là dans Je ne suis pas là pour être aimé, Anne Consigny moins présent. Ouais. Un peu moins présent. Ouais, mais Mademoiselle Chambon, c'est très trahissait. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a comme toujours aussi un personnage un peu médiateur. C'est pas pensé comme ça. Hein, tant mieux. Mais c'est fou parce que j'ai revu les films presque à la suite. Puis ça fait du sens en fait. Oui, il y en a certainement à des endroits que je vois pas, que je ne mesure pas. Et tant mieux, moi j'aime bien conserver une forme de... Et c'est autour de ça que je construis d'ailleurs une forme d'inconscience. Ça ne veut pas dire de réflexion, mais en tout cas c'est toujours l'intuition qui guide le geste. Ensuite il y a une réflexion, mais c'est l'intuition qui guide la bonne place, le bon endroit, l'endroit où il faut aller. En tout cas, moi, c'est ce qui me... le cerveau est quelque chose dont je me méfie sérieusement. L'adultère, donc c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Non, mais c'est fou. Est-ce que l'adultère... C'est l'idée de tromperie, tout ce qu'il y a derrière, la psychologie derrière ça, parce qu'on a traduit, c'est vraiment intéressant d'avoir... Ouais, alors c'est pas l'adultère en soi, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes vont ensemble et constatent quand même, une fois sur deux, qu'elles se sont trompées, quoi. Donc c'est fascinant, quoi. Qu'est-ce qui fait battre le cœur de... Enfin, est-ce que les cœurs battent toujours pour les bonnes raisons? J'en doute sérieusement. Donc automatiquement, si on va avec quelqu'un pour... alors, c'est presque un jugement de dire pour des mauvaises raisons, mais... il risque de se passer une forme de trahison, mais elle n'est là finalement qu'en réponse à un mauvais chemin qu'on a pris à un moment. Donc on va ou se donner une illusion de liberté, ou d'être au meilleur endroit, mais que si on quitte l'une pour aller avec l'autre, il y a des chances que se passe avec l'autre exactement ce qui s'est passé avec l'une. Donc, mais c'est présent, mais je pense que c'est pas encore été... J'aimerais faire un film, vraiment une plongée, une vraie autopsie d'un rapport amoureux, d'un couple. Et ça m'intéresserait beaucoup. Les choses sont liées, c'est comme un tableau de fil où les choses sont reliées d'une manière très naturelle, puisque on vieillit, mais il y a quand même des choses qui traversent toute notre vie, donc des questionnements. Alors on en a fait. Père à enfant aussi. Voilà. Mais ça c'est quelque chose. Ça habitera pas les prochains films. C'est quelque chose avec lequel j'ai le sentiment d'être même dans quelque chose de plus personnel. Voilà, il y a quelque chose dans le rapport entre l'enfant et les parents, que ce soit la mère ou le père, quelque chose qui a été dont moi personnellement j'ai plus fait le tour, et tant que j'en avais pas fait le tour, j'avais la nécessité de construire des histoires autour de ça. Aujourd'hui, ça m'est plus du tout nécessaire. On l'a moins senti dans La Loi du marché ou dans le dernier. Ouais. Voilà, et même dans la suite, c'est pas quelque chose du tout qui s'organise au départ. Alors qu'avant, c'était vraiment le cœur du truc, et ça s'organisait. Je ne suis pas là pour être aimé. Quelques heures de printemps, c'est. Des scènes de rideaux. Ouais. Et la difficulté, la brutalité de ces rapports-là. Je tournais autour de ça parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas totalement conscientisé. Il y a des moments où on sait qu'on arrive à la fin de quelque chose sans forcément savoir exactement où on va aller. Donc ce moment est quand même toujours un peu vertigineux parce que jusqu'à quelques heures de printemps, les films s'organisent
énormément autour de la famille, pas de la famille, enfin la difficulté du rapport entre l'enfant et le parent. Alors dans ces difficultés-là, justement, quand vous filmez les scènes de conflit, il y a quelque chose qui est très frappant et qui est qui sert beaucoup les acteurs. On sent que la réalisation souvent se met plus en retrait pour laisser le jeu des acteurs, notamment par l'utilisation de plans séquences, et qui permet parfois des ping-pong verbaux où souvent on a un personnage qui parle, mais la caméra se concentre sur le ouais, mais c'est pas quand vous dites la caméra se met en retrait, mais ma caméra elle est tout le temps finalement. Mais en retrait, pour moi, je trouve c'est pas le bon terme. C'est que, bah non, parce qu'en retrait, c'est que, pour moi, en fait, j'essaye de mettre la caméra à l'endroit qui ne m'arrange pas. C'est-à-dire que mon idée, c'est que j'arrive sur le plateau pour filmer, mais vraiment avec un esprit de documentaire. Je me dis, voilà, il y a des gens qui m'ont accepté chez eux. Comment je vais faire pour capter tout ce que je veux capter sans donner le sentiment que tout a été organisé pour moi. Alors que de fait, le cinéma, tout est organisé pour moi. Mais moi, c'est organisé pour moi et à un moment, je cherche ma place pour donner le sentiment que ça n'a pas été organisé pour moi. Donc pour créer aussi une idée du réel, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de créer une idée du réel, parce qu'on n'est pas dans le réel, mais c'est une idée du réel, et encore moins avec un film du 19e, puisque je n'étais pas au 19e, donc je ne sais pas exactement comment les choses se faisaient exactement. Donc c'est une idée du réel, avec la grande satisfaction que personne n'y était, ni vous ni moi, donc personne ne pourra vraiment me dire très précisément si tout ce que j'ai mis en scène peut se faire ou pas. Mais donc la caméra, elle essaye d'être à cette place-là. Donc ce n'est pas une place de retrait, c'est une place de discrétion. Plus. Une forme aussi d'humilité, c'est-à-dire que je veux saisir quelque chose qui semble ne pas avoir été organisé pour moi. Voilà. Et je trouve que ça crée de la vérité, du réel, que je trouve très, très intéressant. Et après, c'est ma façon de le faire, quoi. Après, il y a d'autres personnes qui font très différemment et qui le font extraordinairement bien. Donc, j'ai pas moi, je fais ma petite sauce dans mon coin avec mon idée mon idée à moi. Enfin, mais c'est très personnel. Il n'y a pas de vérité universelle. L'utilisation de la musique, elle est souvent très discrète. Et à des endroits où on pourrait l'attendre, il y a une scène que je trouve très belle dans Je ne suis pas là pour être aimé, par exemple, où Anne Consigny dans la voiture avec Patrick Chenet, et il y a tout un jeu de regard, et c'est quelque chose qui est palpable, l'émotion est là, et il n'y a pas besoin de musique pour appuyer ça. Mais non, parce que souvent la musique, elle est utilisée, je trouve, comme en illustration. Ouais. Et à partir du moment où la musique est utilisée en illustration, elle va toujours arriver au moment où on l'attend. Mais la musique, pour moi, je l'envisage comme ça en tout cas, est une ligne d'écriture en plus que le cinéma m'offre. C'est une ligne, quelque chose que je n'ai pas pu traduire par l'image, par le dialogue, etc. Et ben, j'ai la chance d'avoir à ma disposition la musique, et qui souvent, pour moi, traduit quelque chose de la psychologie du personnage, de son état en tout cas, à un moment donné. Quelque chose auquel on n'accède pas forcément ou par l'image ou par le son. Et dans ce film-là, la musique est utilisée comme ça, mais les sons de la nature sont utilisés comme ça. Ils sont vraiment utilisés, non pas comme pour décrire objectivement quelque chose du moment qu'on voit à l'écran, mais ils sont utilisés pour traduire l'état de Jeanne. Et parce que je pense que la musique, comme les sons de la nature, résonnent dans l'inconscient collectif d'une certaine manière, et d'une manière assez, comment dire, assez objective chez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui se retrouvent dans un état de bien-être quand ils entendent la pluie et le vent, quoi, qui tape contre les fenêtres. Donc en utilisant ces sons-là, puisque en plus c'était le seul matériel sonore dont je pouvais disposer à l'époque, il n'y a pas une petite musique dans un haut-parleur, une télé allumée, non, ça n'existe pas. Vous avez déjà un projet en préparation? Il y a nécessité aussi de parler de notre monde, et le prochain, oui, parlera
voilà, de quelque chose de notre monde dans lequel on vit et que je trouve important à raconter, quoi. Et on retrouvera peut-être dans le prochain quelque chose que j'ai beaucoup apprécié plus dans les autres films d'avant, un espèce d'humour scandinave. C'est un humour qui me plaît énormément et ça existait, ça reviendra, mais là c'est un moment où je fais pas ça. Okay. Merci beaucoup Stéphane Brisé pour votre rencontre et je vous souhaite une bonne continuation. Et bien vous aussi. Merci.